Bien bonjour tout le monde qui a regardé Canal 10, bien bonjour à nos amis de Culture Business, bien bonjour à vous qui êtes fidèles au poste le samedi à 11 heures. Merci à tous ceux qui nous soutiennent, tous ceux qui nous donnent la force de continuer cette émission. Nouvelle saison, nouvelle année et des sujets à l'appel, des sujets qui concernent le pays, les sujets qui vous questionnent, vous qui êtes téléspectateurs, et nous essayons au fur et à mesure, en invitant des personnes ressources, d'y apporter des réponses concrètes, des réponses positives, faire en sorte qu'on puisse aborder les questions. Et là, c'est une très très grande question qui, je pense, à mon humble avis, va bousculer un peu le paysage économique, social de notre pays, puisque nous allons parler de France Travail. Alors là, le thème, c'est France Travail, Guadeloupe Travail, point d'interrogation. C'est un dispositif national, certes, mais la configuration au niveau national est la nôtre. Les chiffres ne sont pas les mêmes. Nous avons des problématiques. Il y a 7% de chômage en France, c'est nous. On a une grille qui est un peu plus compliquée. Au niveau économique et social, d'autres problématiques aussi. Donc nous allons, avec nos invités, leur demander de se projeter, puisque cette mesure, normalement, a été opérationnelle depuis le 1er janvier 2024 et doit être mise en application jusqu'en 1er janvier 2025. Et M. Lapin, Jim, qui est notre conseiller technique, on va dire, qui est... Ah oui, je t'ai improvisé conseiller technique, je vais donner tout ton grade tout à l'heure. Quand je dis conseiller technique, c'est lui qui va nous apporter des éléments au niveau juridique, qui est... Qu'est-ce qu'il y a? Ça commence bien. Donc je disais qu'il va nous apporter des éléments, des éclaircissements avec sa double casquette aussi. On parlera de comment mettre en place ce dispositif sur la Guadeloupe et pour mieux aborder cette question. Alors, je vais préciser en préambule que beaucoup de gens ne sont pas informés, puisque nous avons fait un WhatsApp trottoir. Beaucoup de gens n'ont pas suivi cette affaire, ne sont pas informés de ce nouveau dispositif et l'ont appris d'un journal, comme beaucoup. Mais en fait, c'est une mesure qui, si on analyse un peu notre tissu économique, va bouleverser considérablement nos habitudes, notre fonctionnement, et va questionner aussi les services qui vont devoir le mettre en pratique. Parce qu'il y a cette notion-là. Voilà, donc ce qu'on va faire, je vais présenter d'abord nos invités. Bonjour Magali, ça va? Bonjour Patrice, bonjour à nos invités. Merci à eux de s'être rejoints à nous aujourd'hui. Et puis bonjour à tous nos téléspectateurs. Je vais très bien, merci. Un peu enrhumé, donc c'est pour ça que je tousse, Patrice. C'est pour ça que tu parles doucement aussi. Ah, je crois que c'est Jordan qui n'a pas bien réglé mon micro. Alors, dans ce cas. Ah, encore Jordan. Le pauvre Jordan, il prend tout aujourd'hui. Donc alors, on va justement donner la parole à Corinne Lemar. Bonjour Corinne. Eh bien, ça va. Bonjour aux téléspectateurs. On te connaît bien ici. Oui, là j'ai la casquette d'une autre casquette. Plusieurs casquettes. Voilà, et ben, je serais très heureuse de contribuer au débat, puisque effectivement, loi France Travail, on va voir qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce que ça va nous apporter. Donc, voilà. Très bien. Alors juste à côté de toi, M. Jim Lapin. Jim, merci d'être là. Donc tu es maître de conférence, conseiller en droit public, c'est bien ça, et aussi conseiller régional. Exactement. Mais merci de m'avoir invité. Ça fait un petit moment, effectivement, que tu me sollicites. Oui, voilà. C'est vrai que j'ai pas... Souvent, ça tombe mal, mais oui, voilà, c'est un plaisir pour moi d'être là et surtout de profiter de ce mois de janvier pour pouvoir adresser mes vœux aux téléspectatrices et téléspectateurs. Je vais vous mettre au fond de la classe. Hein. C'est passionnant, bien. ce qui arrive est passionnant. On n'a jamais commencé le débat, tu vois. Oh là là. Oui, donc, donc, c'est pas la peine que je souhaite mes vœux. Oui, non, franchement, je vais présenter Floriane. Ensuite, je donnerai un temps pour présenter tes vœux. Voilà. Parce que c'est très important, puisque toi, tu portes un message pour la population et à ta double casquette, donc c'est important de les présenter. Alors, Floriane Pichy, toi, tu es conseillère en insertion. Et avec toi, justement, on va voir un peu ton sentiment sur cette nouvelle mesure, comment ceux qui, justement, te sollicitent, ceux avec qui tu travailles au quotidien, vont, selon toi, apprécier cette nouvelle mesure, comment la mettre en forme. Ben déjà, merci de m'avoir invité pour cette émission et je pense apporter une petite réponse, je ne dirais pas une grande réponse, mais apporter une petite réponse surtout du constat qui est fait, qui est en Guadeloupe à faire sur cette réforme.
Voilà, mais merci. Et puis, bonjour aux téléspectateurs de Canal 10 quand même, et surtout une très bonne année. Très bien. Moi, je trouve très beau ton collier. Ah ben merci, moi aussi. C'est pour ça que je l'ai acheté. Voilà. C'est fait ici C'est fait ici, c'est artisanal, oui, oui, oui. Très bien. Oui. Il faudra nous dire qui, comme ça on va offrir le même à Magali. Oh, mais madame, s'il vous plaît, ne tardez pas. Alors Jim, je reviens vers toi pour tes vœux. Non, juste Et ensuite, on ira vers une vidéo avec Jordan. Oui, juste en fait pour terminer, ce sera pas long, juste mes meilleurs vœux de santé, d'amour et puis de prospérité à tout un chacun. Voilà. Voilà. Alors Jordan, on va d'abord passer la vidéo. Je vais juste préciser avant que le taux de chômage en France c'est de 7,1%. En Guadeloupe, on est autour de 11%. Et la question du chômage des jeunes, on est autour de 20% au niveau du national. Ici, on est à 55,7%. Donc, ça permet un peu de voir les différenciations qu'il faudra prendre en compte pour le lancement de cette fameuse mesure. Jordan, c'est à toi. Voilà la première vidéo, donc ça vous a permis de vous qui découvrez, de situer un peu plus la problématique. Et ensuite on va voir la deuxième vidéo, mais ensuite, comme on vous a interrogé, vous, nos téléspectateurs, on va entendre un peu des témoignages de ceux qui vont donner leur avis sur cette question. Et on se retournera après vers M. Jim Lapin, vers Jim, pour nous dire un peu, au niveau des textes, comment tu as apprécié et présenter un peu cette mesure. Le département de l'Aveyron a été sélectionné comme territoire d'expérimentation pour l'accompagnement des bénéficiaires du revenu de solidarité active, RSA, dans le cadre du chantier France Travail. L'expérimentation consiste à aider et accompagner les allocataires du RSA à une reprise d'activité, stage, formation, atelier collectif. Cette expérimentation sera axée sur une gouvernance coprésidée avec le préfet de l'Aveyron, avec des moyens en matière d'accompagnement social et professionnel, ainsi qu'une logique de droit et de responsabilité avec tous les allocataires des territoires d'expérimentation qui seront amenés à signer un contrat d'engagement sur la base d'un accompagnement intensif de 15 à 20 heures par semaine. Si la personne ne répond pas à cet engagement, alors la notion de sanction est envisagée dans la logique de droit et devoir. Le réseau des employeurs locaux sera mobilisé dans le cadre de la dynamique France Travail afin de proposer des périodes d'immersion, des préparations opérationnelles à l'emploi et plus largement des opérations de recrutement. Ces dispositifs ont pour objectif de donner un point d'horizon. Voilà, ça vous permet, pour ceux qui n'ont pas bien compris la loi, de situer un peu. Donc, vous avez vu le dispositif Aveyron. Il y a eu 18 départements qui ont fait. Il y a une période d'essai. Donc, le gouvernement a fait une période de pratique d'abord. On a tiré des leçons. Et selon ce qu'ils disent, ça se passe très, très, très bien. Il y a eu un avantage énorme au niveau du chômage et ça a permis aux demandeurs d'emploi de se... Pourquoi tu rigoles? On n'a pas commencé encore. On n'a pas commencé encore. On va voir ce que vous en pensez au niveau du WhatsApp Trottoir. On va entendre des avis et ensuite on rentre dans le débat.
Bonjour. Eh bien oui, c'est un dispositif qui pourra être appliqué en Guadeloupe, puisque nous sommes Guadeloupéens, nous sommes Français et c'est un dispositif France Travail, donc qui sera appliqué aussi dans les DOM. Et je pense que c'est une très bonne chose, puisque je suis persuadée qu'il y a des gens, malheureusement, qui touchent le RSA, mais qui aimeraient bien avoir une activité, qui aimeraient bien travailler. Et ces gens-là se sentiront utiles au développement de leur pays, participeront à l'économie, donc auront une occupation, se sentiront valorisés du fait d'avoir une activité. Donc c'est une très bonne chose et je pense que ça sera appliqué en Guadeloupe. Oui. Alors, je pense que c'est une bonne opportunité et je pense même que ça devrait, oui, s'appliquer en Guadeloupe, dans les DOM, et parce que ça permettrait à des personnes ambitieuses, créatives, d'ouvrir des entreprises, que ça ne bénéficie pas qu'aux grosses têtes, qu'aux gros groupes, et voilà, et permettre surtout les idées de création où on sait qu'on a besoin de main-d'œuvre, et bien voilà, elle est là. Surtout au début, et bien elle est là, où on pourra, l'entrepreneur peut déléguer, l'entrepreneur peut former et par la suite trouver de très bons éléments qui pourraient engager en contrat plus long terme. Donc, et à un moment, il faut arrêter d'être hypocrite et remettre une justice dans les choses. On ne peut pas avoir des personnes qui touchent des montants de cadre équivalents à salaire de cadre et qui ne pas en bout de souhait, pas tomber des foins, ça ne sera pas possible. Donc, mais c'est créer, voilà, créer des entreprises. Et la main-d'œuvre est là. Bonjour la famille, moi je pense que c'est une belle idée, loi RSA là, que ça peut permettre des gens qui ont ces capacités là, ambition là, d'ouvrir des entreprises et du coup des main d'œuvre pour le début à aventurer et en même temps permettre de former les gens et de sélectionner parce que vu qu'il y a un roulement dans ces entreprises-là, il peut voir les bons éléments. Donc, peut-être juste des 15 heures, ça peut peut-être finir en signature de contrat. Donc, moi, je trouve ça une belle idée. Il y a un paquet de jeunes qui, au bord de la rue ou dans la case, qui n'ont pas de capacité. Mais qu'il n'y a pas qu'à avoir une chance là. Donc ces jeunes-là, ça qui est obligé à présent venir frapper à la porte pour ça qui est vrai. Et donc moi, je encourage les gens de réfléchir à un projet pour ouvrir une entreprise là, certains qui besoin de main-d'œuvre. Que ce soit dans la nourriture, la beauté, bien-être, les mécaniques. Cherchez les autres qui trouvent. Le dispositif de France Travail. Pour moi, juste un titre qui change. Hein. Il parle d'accompagnement renforcé, tout en espérant franchement que les entreprises jouent le jeu, qui permettra aux demandeurs d'emploi, bénéficiaires de RSA, de mettre le pied à l'étrier. Il parle de diagnostic global. Pour moi, rien ne change, c'est faire un bilan d'activité. Y a-t-il un vrai contrat à la fin de tout ça? Il parle de contrat d'insertion, d'association d'insertion. 3 ans, 6 ans, 9 ans. Après, on retourne à l'RSA. Les entreprises n'auront plus besoin de nous et nous devrons encore faire d'autres formations dans d'autres secteurs différents pour pouvoir nourrir nos gamins. Merci en pile pour écouter là.
Voilà. Ça fait déjà, on parle déjà, le débat a déjà commencé en off. Donc vous avez vu un peu comment nos amis apprécient un peu cette question. Donc ce qui revient, c'est pourquoi pas quelqu'un qui est au RSA, qui est en situation de chômage, va peut-être se sentir utile à travers ces 15 à ces 20 heures. C'est ce qu'on nous dit. On nous dira aussi que les entrepreneurs devraient trouver de bons éléments. C'est la main-d'œuvre que ça va procurer, puisque effectivement, il y a beaucoup de monde aussi qui sont dans ces dispositifs. Et aussi qu'il faut cesser l'hypocrisie sur le paiement des indemnités sans contrepartie. Ça ne va pas faire plaisir à la France insoumise et au Parti socialiste qui disent qu'une indemnité, c'est une indemnité, une action sociale. Et d'autres qui disent que, bon voilà, si, comme ça, c'est quand même 600 €. Hein, on est autour de l'indemnité, je vous donne les chiffres, on est autour de 607,75 €. Et il y aura une augmentation de 35 €. Pour quelqu'un qui est en couple sans enfant, c'est 911,63 €. Et pour quelqu'un qui a 2 enfants, c'est 1276,29 €. Et là, j'ai même une objection. Oui, madame, parce votre honneur. Un bénéficiaire du RSA ne touche pas 607 € ici, puisqu'il y a 5 € qui sont gardés. On ne sait pas où, par qui. Bon, ça a été débattu. Hein? Donc, un bénéficiaire du RSA est à 500 et quelques € par mois. D'accord, ok. Donc c'est sur le papier 607 €. Ça a été réévalué, mais ils n'arrivent pas aux 607 € effectifs. On a combien là? 500 et des poussières. 598. Voilà. D'accord. Donc déjà là, on est déjà en problème de difficulté, comme j'aime à dire, pour les bénéficiaires du RSA. Bon, ce n'est pas le débat tout à fait aujourd'hui, mais on met ça pour ceux qui nous regardent, on est autour de quel montant? Si on rajoute l'augmentation de 35 €, ça va faire, on est autour de 600 €. Ouais, même pas le vrai montant que oui, tu on as parle sur... du montant, ça c'est national, c'est la mesure, mais au niveau Guadeloupe, on a quel montant à peu près? À peu près 600 €. Ça va toucher les 600 €. 798 quelque part. Voilà. Mais ça va toucher, ça va atteindre quand même les 600 €. Très bien. Je vais donner la parole à Jim pour nous faire un petit présenter cette loi, cette mesure. Pas une mesure, justement, Florian vient de préciser. Justement. Donner, voilà. Oui, mais tu es chez toi ici. Hein, oui, voilà. Parce que présenter, ça signifierait effectivement que, voilà, que je suis spécialiste de la question, alors que je ne suis pas spécialiste de la question, mais je peux en tirer une analyse de ce que j'ai pu lire, entendre, et puis des débats que j'ai pu suivre au sujet de cette nouvelle législation. En fait, ce qui a de nouveau pour moi, deux éléments vraiment nouveaux pour moi dans ce dispositif, c'est le principe de la contractualisation. Voilà, la convention d'engagement. Et c'est vrai que le débat commençait entre nous avant que, pendant que la population s'exprimait par WhatsApp. Effectivement, on a déjà des dispositifs qui permettent d'accompagner déjà les personnes qui sont en mal d'insertion ou encore qui sont au chômage. Donc voilà. Donc la première question, c'est de savoir est-ce que ces dispositifs ont été bien appliqués ? Leur efficacité. Et en fait, j'ai l'impression que peut-être que le manque d'efficacité de ces dispositifs, en fait, on les comment dire, que ce serait de la faute en fait des bénéficiaires que si le dispositif ne fonctionne pas, ne fonctionnait pas, n'est pas optimisé. Bon, voilà, parce que quand on dit convention d'engagement sur des choses en fait qui existent à peu près déjà, ça veut dire que les institutions font leur travail, mais quelque part c'est en face le bénéficiaire qui n'est pas suffisamment volontaire. C'est ce que ça veut dire quand on regarde bien, quand on analyse. Donc il s'agit effectivement de faire en sorte que de responsabiliser davantage les bénéficiaires et par rapport au retour à l'emploi. Parce que en fait, si on veut que le plein emploi aboutisse, il faut quand même également que nous puissions faire en sorte que les personnes qui sont bénéficiaires des dispositifs puissent être en permanence à la recherche d'une situation qui puisse permettre la baisse du chômage. Et c'est ça en réalité. Mais le problème, c'est que donc, quand on a dit tout ça, on est dans une sorte d'idéologie, de théorisation, mais on a des problèmes spécifiques qui se posent. Et chaque situation est différente. Et c'est là aussi que, effectivement, il y a un bon côté et un mauvais côté dans le fait que les choses ne soient pas encore suffisamment précises. Parce qu'on ne sait pas où on va. Le mauvais côté, c'est qu'on ne sait pas où on va et comment, effectivement, intégrer ces obligations au sein des structures. Ensuite, la bonne
pour moi, la loi quand même permet une certaine souplesse. C'est-à-dire que, bon, effectivement, s'il y a des difficultés d'application du dispositif, en fait, normalement, le bénéficiaire de RSA ou encore le bénéficiaire de l'assurance chômage est censé ne pas être pénalisé si il justifie, effectivement, si c'est justifié le fait que, bon, qu'il est dans l'impossibilité de respecter son contrat d'engagement, le fameux contrat d'engagement. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Bon, une forme de souplesse quand même qu'on remarque dans le dispositif et qui permettra certainement d'adapter la situation. Mais en fait, en faisant reposer, et je reviens à l'analyse que j'ai faite, reposer en fait le manque d'efficacité des dispositifs sur les épaules des bénéficiaires, en fait, je pense aussi que là, voilà, moi je pense que il y a une petite injustice. Parce que Charles Pasqua disait, et bon, il faut le connaître moins pour ses propos, parce que c'était quelqu'un qui avait une très bonne analyse des institutions françaises, et il disait ceci: les institutions ont tendance à survivre pour elles-mêmes. Il faut dire qui c'est, parce que Magali ne sait pas, elle est toute jeune. Charles Pasqua, c'est ancien ministre de l'Intérieur, voilà, qui est plus connu pour ses positions sur la sécurité, sur l'immigration, mais moins pour ses positions sur ses analyses sur la gestion territoriale, par exemple, ou encore l'organisation des institutions. Et moi, j'ai eu plaisir à lire ce versant dans mes recherches, et c'est vrai que je trouvais qu'il avait une analyse assez pointue des institutions, dans la manière dont elles fonctionnaient, et il disait ceci: les institutions ont tendance à survivre pour elles-mêmes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les institutions oublient, d'accord, pourquoi elles sont là, pourquoi elles ont été créées, et finalement, on a une machine qui est là, et il s'agit de sauvegarder quelque part la machine, et puis qu'on continue. Voilà. Et c'est ça qui me gêne, en fait, dans cette loi. L'objectif, il est louable. C'est effectivement, je pense que le retour au plein emploi permet quand même aux personnes qui sont au chômage ou qui bénéficient du RSA de se sentir concernées, d'être insérées dans la société, de se sentir effectivement participant donc, au fonctionnement de la société, parce que c'est très frustrant qu'on n'a pas un emploi, et surtout que nous sommes dans une société de consommation. D'accord, la situation professionnelle, elle fait partie de notre identité aussi. Donc, ça peut générer chez certains, effectivement, une frustration. Et c'est vrai que c'est toujours une très bonne chose de pouvoir pousser les personnes à aller à l'emploi. Ensuite, bien sûr, le tissu économique. Le tissu économique de la Guadeloupe. Est-ce qu'il est fait pour intégrer ces nouveaux dispositifs ? Est-ce qu'il y a eu d'ailleurs une expérimentation? Je me permets, pendant que vous êtes en train d'intervenir, est-ce que justement en Guadeloupe, mais même dans Guadeloupe, Martinique, Guyane, faisait partie finalement, parce que d'après ce que j'ai vu, non. Est-ce qu'il y a eu une expérimentation justement, puisque comme on a nos spécificités, de manière à voir si... Non, pour comprendre la Réunion, en Réunion, il y a une expérimentation. Après, on n'a pas les restitutions. Ça, c'est autre chose. Même pour les 18 départements, 18 ou 19 départements qui ont bénéficié du dispositif, on n'a pas un retour. On dit que ça s'est bien passé, mais on n'a pas les critères d'analyse. Ça, il n'y a pas... Ils regardent les chiffres. C'est les chiffres qu'ils ont analysés sur la courbe du chômage. C'est juste, par exemple, dans l'Aveyron, c'est ça qu'ils ont analysé. Effectivement, on n'a pas les services, comment ils ont dû se mettre en place, on n'a pas tous ces éléments. Oui, exactement. Donc, vous savez que l'emploi, c'est une question d'abord, véritablement, de développement économique, de création de richesses. Et c'est par rapport à cela, effectivement, qu'on crée des emplois, que nous mettons les personnes en activité. Donc, si cette condition préalable n'est pas remplie, c'est vrai que l'application du dispositif sur notre territoire qui connaît une situation de chômage plus importante que sur le territoire hexagonal. Pourquoi ? Parce que nous créons peut-être moins de richesses. Ça peut être problématique. Et dernière chose, l'obligation d'activité en question. C'est-à-dire qu'on vient de discuter sur le montant du RSA. Est-ce qu'on va obliger des personnes, des bénéficiaires, à prendre une activité bénévole ? Ça aussi. Parce que c'est obligatoire, ça va avec. Mais à partir du moment qu'on oblige quelqu'un à avoir une activité bénévole, ce n'est plus du bénévolat. Vous voyez, c'est quelque part, et ça, c'est quand même une situation qui mérite... Il y a une différence entre bénévolat et volontariat. Voilà, mais il y a une confusion là aussi. Donc,
si on est en activité, si on est en activité et ensuite on conserve le bénéfice de son RSA, à partir de là, en fait, il s'agit quelque part d'une activité rémunérée. Donc, ce qui renvoie à la fiche de paie, ce qui renvoie au paiement des cotisations sociales. Donc, vous voyez, donc, ça, je regardais, j'ai cherché, j'ai pas de réponse sur ça, en fait. En fait, ce qui se passe, c'est que... Magali, tu voulais dire quelque chose? Non, mais en fait, j'ai vu que... En fait, j'ai pas... Alors, moi, dans ce que j'ai compris, j'ai pas compris vraiment qu'il y avait du bénévolat. J'ai compris qu'il y aurait une part du RSA qui serait maintenue et, en fait, qui serait rémunérée sur, disons, les 20 heures. Alors, après, pour moi, c'est une charge pour, maintenant, le chef d'entreprise. Est-ce que le chef d'entreprise pourra, finalement, intégrer des gens et, finalement, qui ne sont pas forcément formés, puisqu'on ne sait pas, finalement, quel est le profil de ces gens-là, mais est-ce qu'ils pourront finalement accueillir ces gens-là et finalement les former et aussi les rémunérer? Est-ce qu'il y aura peut-être quelque chose qui est prévu par le gouvernement? Alors, selon le cadrage que j'ai lu, alors toutes les entreprises qui vont signer la convention avec l'État ou France Travail bénéficieront d'une aide, notamment sur les ressources humaines. Mais dans la réalité, est-ce que les entreprises sont habilitées à accompagner, parce qu'il y a un travail d'accompagnement qui doit être fait. C'est comme pour je dirais moi, je suis chef d'entreprise, je suis là pour faire du profit, pour faire de l'argent. Le stagiaire qui vient, on est d'accord, il vient et alors, moi, je trouve, tout à l'heure, j'ai dit que c'est vraiment pas une vraie réforme, mais parce que je reviens un petit peu sur ce qui existe déjà, sur l'existant. On a déjà des structures d'accueil qui sont notamment les ACI, qui font déjà un travail de diagnostic social, qui embauchent les BRSA, qui les met... Alors, cette réforme-là, pour moi, s'apparente un petit peu à un dispositif qui existe déjà, qui s'appelle la PMSMP, c'est-à-dire la période de mise en situation professionnelle, qui est déjà de mettre le bénéficiaire dans une situation de détermination de son projet, de toucher, de voir en réalité s'il pourra effectuer le travail. Bon, c'est des périodes de 1 mois renouvelables. Donc, on s'est aperçu que ce dispositif est utilisé par les employeurs comme période période d'essai, alors que ce n'est pas du tout l'objectif. L'objectif, c'est de mettre un bénéficiaire en PMSMP, c'est pour qu'il puisse découvrir un métier, voir s'il peut en faire son projet professionnel afin d'être accompagné après par les structures pour aboutir. On met toujours des objectifs, même l'entrepreneur, il n'est pas là pour ça, il n'est pas là pour faire du social. Attention, mais il y a déjà une convention qui est signée, parce que la convention, elle est signée. Pareil qu'il y a une convention qui est signée, en tripartite d'ailleurs, entre la structure, l'État et l'employeur. Alors, ce qu'on va faire, on va faire une courte pause publicité et on revient juste après. Voilà, on est de retour après cette page plus trop longue à l'idée de Magali. Au bout de Magali. C'est pas grave. Pas d'accord avec moi. Bon, alors, beaucoup de choses à dire. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse justement, avec Floriane, situer un peu ces personnes qui sont au RSA dans notre pays. Et par rapport à cette indemnité, parce qu'il y a une question qui vient, on dit quand même c'est 600 €. Jim a parlé tout à l'heure de l'idée, est-ce que c'est une indemnité? Est-ce que c'est un salaire? Parce que les gens fonctionnent comme si c'était un salaire. Des fois, il y a des gens qui attendent là pour lui acheter, aller chercher bitin à eux. C'est comme un salaire. Maintenant, qui dit salaire demande une action. Donc, il faut qu'on sache aussi dans notre pays, eu égard au fait qu'il y a beaucoup plus de chômage, ça veut dire que vous n'êtes pas seul dans cette situation. Quand vous vivez en Angleterre où il y a 5% de chômage ou aux États-Unis, vous êtes obligé d'aller travailler parce que tout le monde travaille, tout le monde va en manœuvre. Mais ici, on a dans un quartier beaucoup de gens qui sont dans une situation d'inaction, enfin, d'oisiveté et tout ça. Donc, on arrive à se complaire dans cette situation et des fois, ce n'est pas systématique. On va chercher du travail et les années venant, on arrive à accepter sa situation. Vous voyez? Donc, c'est une réalité dans notre pays. Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Alors, moi, les bénéficiaires du RSA, ce qu'on appelle dans le jargon professionnel les BRSA, il y a plusieurs types de BRSA. C'est-à-dire qu'il y a un large public. Déjà, c'est obligatoire à partir de 25 ans, sauf quelques exceptions. Alors, de 25 ans, je dirais le public de 25 ans jusqu'à, 40 ans, c'est un public pour moi qui est concerné peut-être par la réforme. Après, vous avez un public à partir de 45 jusqu'à l'âge de la retraite, à la retraite, qui est peut-être moins concerné par cette réforme, puisque vous savez très bien que
quelqu'un à 50 ans et quelqu'un à 25 ans n'a plus les mêmes capacités. Bon, vous avez encore des bénéficiaires du RSA. On ne devient pas bénéficiaire du RSA par plaisir. Il y a les aléas de la vie qui font que des fois, on perd son travail, on a des difficultés à retrouver du travail, le marché du travail et ce qu'il est. On peut pas, on trouve pas du travail facilement. Après, l'État même, aidant avec ses dispositifs politiques, je dirais, se prennent les pieds à l'étrier, puisque on met des dispositifs pour des personnes, ben, il y en a qui se complaisent là-dedans. Vous avez des gens qui ne vivent que du RSA. À côté, vous avez des jobs. Moi, dans mon métier en tant que conseillère en insertion dans une structure d'insertion, je reçois les bénéficiaires du RSA qui me sont envoyés par le conseil départemental, bien sûr, pour pouvoir les accompagner à l'insertion. Alors oui, tout est beau puisqu'ils ont obligation. Alors j'ai vu dans la note de cadrage que vous avez passée que France Travail demande à ce que les gens soient obligatoirement inscrits à Pôle emploi. Ça a toujours été. Hein. Les bénéficiaires du RSA, voilà. Ça a toujours été une obligation qu'ils soient inscrits à Pôle emploi. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Moi, je ne peux embaucher un bénéficiaire du RSA s'il n'est pas inscrit à Pôle emploi. Ça a toujours été. Maintenant, cette personne est engagée. Cette personne, on l'accompagne vers un projet professionnel. Là où ça change avec la réforme, cette personne, elle est payée. Elle est payée à la hauteur du SMIC. En plus, il est payé du travail qu'il va fournir dans la structure, mais encore, elle est payée, elle bénéficie de son RSA pendant 3 mois. C'est-à-dire il y a un cumul entre son RSA et son salaire pendant 3 mois. Le salaire, excusez-moi, il y a quelque chose qui m'échappe. Quand vous avez dit il est le SMIC, c'est-à-dire... Il est à 11,50 €. Non, mais c'est-à-dire que moi, de ce que j'ai compris, c'était 20 heures, en fait. Alors, nous, dans la structure, nous embauchons 20 heures par... ils sont à 25 heures par semaine. D'accord. Pas la réforme, hein, oui, ça c'est le fonctionnement même, ça s'appelle l'IAE, c'est l'insertion par l'activité économique. Alors, 25 heures par semaine, payées au SMIC, ça fait un salaire net de 982 € à peu près. Oui. Plus ces 547 € qu'il percevait du RSA en tant que RSA simple, ça lui faisait quand même c'est cumulé. Voilà, c'est cumulé pendant 3 mois. Après, la personne passe du RSA à prime à l'emploi. Parce qu'après 3 mois, il faut faire la déclaration de la prime à l'emploi. Ça dépend des circonstances, ça dépend de sa situation. En principe, minimum, c'est 200 et quelques euros. Vous avez quand même déjà 900 € plus 200 €, vous avez quand même déjà un salaire qui est, je ne dirais pas bon, mais qui est déjà, ça permet de vivre, ça permet à quelqu'un de vivre avec 1000 et quelques euros. D'autant plus cette personne a des enfants, il y a la partie allocation qui reste, qui n'est pas supprimée. Alors, comment vous allez demander à un bénéficiaire du RSA maintenant, aujourd'hui, là, alors qu'il y a ces structures qui existent, hein, comment vous allez demander aux nouveaux bénéficiaires de rentrer dans une sorte de réforme où elle n'aura rien? Ou le bénévolat, où il sera obligé d'aller travailler 20 heures par semaine sans contrepartie. Mais je ne comprends pas, quand vous parlez bénévolat, mais il y a quand même l'indemnité. Pourquoi vous parlez de bénévolat? Oui, il a l'indemnité du RSA qui ne va pas bouger. Mais sauf que je fournis 20 heures de travail à quelqu'un qui va en bénéficier de ces 20 heures de travail. Qu'est-ce que je gagne? Il n'est pas payé. Et la personne n'est pas payée. Ben, en tout cas, moi, j'ai vu qu'ils étaient payés. J'ai un problème parce que du coup, ils ont du SMIC. Non, mais en fait, ce qu'ils ont, en fait, c'est-à-dire qu'ils continuent à percevoir la partie RSA et plus pour les 20 heures, il y a une rémunération qui se cumule. Non, c'est l'indemnité, la fameuse indemnité, selon ce que j'ai compris, Jim complétera. L'indemnité, en fait, on dit qu'il faut une contrepartie à l'indemnité. C'est pour ça que je dis qu'on n'est pas dans du bénévolat. On vous dit, on vous donne une indemnité, mais il faut maintenant une contrepartie. Ce que je comprends, j'ai l'impression que le gouvernement Macron, ce qu'on veut faire, c'est contractualiser tout ça. C'est de faire en sorte, c'est la fameuse idée de la sanction. Mais on ne pouvait pas annoncer qu'une sanction et de ne pas dire qu'il y a quelque chose autour. L'idée, c'est de dire aux gens de responsabiliser. Je pense que c'est... Il ne faut pas oublier non plus la genèse. On
appelle RSA maintenant, la jeunesse du revenu minimum. Hein. Il ne faut pas oublier non plus la jeunesse qui était quand même de fournir en contrepartie un peu de travail, mais c'était plus du travail à caractère général. Voilà, c'était ça en fait. Après, bon, politiquement parlant, ça n'a pas fonctionné, mais aujourd'hui, on en revient presque à ça. On en revient presque à ce système-là. Alors, c'est vrai que moi, je vais être pratico-pratique. Là, j'ai encore le texte sous les yeux. Mais il y a quelque chose qui est constant, dont on n'a pas parlé, c'est le fameux contrat d'engagement. Parce qu'un bénéficiaire du RSA, quand il devient bénéficiaire du RSA, signe un contrat d'engagement pour son insertion, pour son volet socio-économique, pour son volet aussi santé, etc., etc. Donc, il y a tout ça qui est là. Sauf que moi, quand je suis sur le terrain, je constate quoi ? J'ai un bénéficiaire du RSA, il a signé son contrat d'engagement, il a dit qu'il veut être chauffeur poids lourd, que ses droits sur la carte vitale sont sa CMU, sa RSS du coup, n'est pas à jour, donc il a besoin d'accompagnement en ce sens-là. Et puis, il va dans les bureaux. Des fois, il n'y a pas d'interlocuteur disponible au moment où il en a besoin. Donc, les projets sont mis en stand-by parce que soit il n'y a pas de personnel, soit le personnel est en arrêt. Bon, voilà, parce qu'il y a de la tension partout. Ça, c'est un premier frein dans ce contrat d'engagement qu'il signe. Deuxième frein, il finit par rentrer dans ce qu'il voulait. Chauffeur poids lourd, au travail là. Quel employeur ? On a peut-être 3 ou 4 opérateurs en matière de chauffeur poids lourd pour exercer. Il ne peut pas travailler. Il est bénéficiaire du RSA. Qu'est-ce qu'on fait ? Une réorientation professionnelle. Ma question est la suivante, mais au départ, quand on a choisi son projet professionnel, on l'a analysé avec lui. On ne l'a pas laissé comme ça. Donc, on a analysé l'environnement économique aussi. On le savait dès le départ. Et pourquoi on a accepté de lui faire, de l'accompagner vers un projet professionnel où il n'y a pas de débouché? Ça, c'est ma question. Débouché territorial. Débouché territorial. On est d'accord. Donc, moi, je vous ai écouté et ce que je comprends, je me mets à la place du téléspectateur aujourd'hui, cette réforme a été acceptée, a été votée, mais l'application n'est pas encore opérationnelle. On est d'accord, on est tous d'accord sur ça. Donc, on aura beau faire des analyses, comprendre certaines choses ou pas, ce qui compte, c'est le pratico-pratique sur le terrain. Et ce que tu disais, Corinne, oui. Sur le terrain, ce n'est pas ce qui se passe. Et donc, imaginez-vous, le bénéficiaire du RSA, il est perdu. Donc, il tout va ça, paniquer surtout. Il est perdu. Paniquer. Alors, moi, je vais rajouter à ce qu'elle disait, Corinne. En fait, il n'y a pas un candidat, un demandeur d'emploi qui a des soucis d'ordre social qui pourra s'insérer. Ça, il ne faut même pas y penser. En structure telle que ACI, nous avons l'obligation d'emmener ce candidat à régler tous ces problèmes. Nous l'accompagnons. Est-ce que cet accompagnement est prévu dans le dispositif? Est-ce que le diagnostic, ce qu'on appelle le diagnostic partagé, ils ont bien voulu mettre bien en place le diagnostic partagé, c'est-à-dire diagnostiquer le manque d'expérience professionnelle, mais aussi de diagnostiquer les soucis sociaux. Vous avez le logement. Il n'y a pas que la CMU, ça c'est facile, mais quelqu'un qui n'a pas de logement, quelqu'un qui est mal logé, quelqu'un qui... La garde d'enfants, vous avez le transport, vous avez le permis, le manque de permis. Comment voulez-vous que ces gens-là s'intègrent, s'insèrent du moins, sans déjà pallier à ce type de problème? Guadeloupe, où je me permets de dire qu'on a un problème au niveau du transport. Du transport, ça c'est clair. En France, c'est facile, on prend une carte et puis finalement on se déplace. Mais ici, si vous n'avez pas de voiture, vous êtes bloqué. Parce que moi, selon les textes que j'ai lus, je me suis renseignée, j'ai vu qu'il y avait obligation d'accompagnement. Mais encore demander à une société marchande aujourd'hui de faire ce travail-là, ça va être compliqué. Alors, en principe, ils disent, dans ce qui avait été dit, c'est qu'au niveau de France Travail, normalement, il y aura des conseillers qui seront là pour accompagner. Sauf qu'aujourd'hui, un conseiller s'occupe de 100 personnes. Alors, au final, comment pouvoir proposer un accompagnement personnalisé à ces personnes qui ont besoin,
de qualité et puis finalement répondre à leurs besoins. Parce que finalement, apparemment, en Allemagne, c'est un conseiller pour 35 personnes qui sont accompagnées. Donc vous voyez qu'il y a une grosse Effectivement. Corinne voulait dire quelque chose. Ah, c'est bon? Vas-y. Oui, effectivement, ça pose le problème de la déshumanisation en fait, de l'accompagnement. Parce que ce qu'il est prévu aussi, c'est de mettre en place des logiciels communs aux différentes structures qui vont se regrouper. Et en fait, normalement, le candidat, le bénéficiaire est censé remplir effectivement un formulaire régulièrement, donner des nouvelles, rendre compte en fait de sa démarche de recherche d'emploi. Tout cela. Donc, ça va être automatisé. Et c'est vrai qu'ils disent qu'il y a une certaine souplesse, certes, dans la loi, mais si le bénéficiaire a des difficultés pour pouvoir rendre compte, d'accord, mais c'est une machine derrière qui risque effectivement de couper son allocation, son indemnité. Donc là aussi, ce sont des situations qui ne sont pas claires. Donc, peut-être aussi que la démarche d'accompagnement n'est pas suffisamment approfondie et qu'il faudrait là aussi prévoir des conseillers en plus si on veut véritablement un accompagnement efficace et ne pas laisser seulement le soin à l'informatique de gérer en fait et ce genre de truc. Et là encore, la difficulté, une autre difficulté, pas du niveau du bénéficiaire, mais il s'agit effectivement de mettre en place des structures communes, de créer un guichet unique. Mais voilà, mission locale et Pôle emploi, ce sont des statuts. Vous avez des agents qui ont des statuts différents. La convention collective, qu'est-ce qu'il en adviendra? Vous voyez, il y a d'autres en fait, problématiques juridiques qui se posent derrière ça. Et ensuite, changer la sociologie d'une structure aussi, c'est pas évident. C'est-à-dire que la loi peut être votée, comme on disait, mais dans son application, des personnes qui sont quand même dans leur habitude, je le vois actuellement, je suis en train de le vivre actuellement avec le rapprochement, par exemple, de Pôle emploi et de l'ADOM, mais c'est pas évident. Et les risques psychosociaux aussi que ça peut générer pour les agents. Parce que finalement, eux aussi, ils sont finalement... J'aimerais vous proposer une analyse. Après, je vous donne la parole. En Angleterre, justement, là, ce qu'on voit, c'est le bénéficiaire qui sera dans l'obligation de fournir une justification. On est d'accord? En Angleterre, c'est le professionnel parce que la structure Pôle emploi, c'est une société privée. Et le conseiller Pôle emploi, enfin en Angleterre, je parle, c'est lui qui est conditionné il est payé en fonction des gens qu'il insère. Et vous voyez, c'est une approche. C'est de la performance. Il est payé à la performance. Donc c'est lui qui vous appelle. Qu'est-ce que vous faites, etc., etc. Et quand vous avez une fin d'activité, il vous retrouve quelque chose parce que lui, il est payé sur ça. Ici, justement, par rapport à ce que tu disais, le changement de paradigme, on ne dit pas à l'employé qu'il va changer grand-chose, si tu regardes bien. Ce sont des dispositifs comme par exemple maintenant aujourd'hui, l'actualisation se fait sur Internet, vous devez aller la faire vous-même. Vous devez fournir les éléments. Je pense qu'il y aura une plateforme avec le téléphone pour fournir les documents vous-même, sinon, quick. Est-ce qu'on voit à peu près la différence? Oui, vas-y. Alors, j'ai un autre public cible et là je mets un petit alors je lis juste, alors ma source c'est viepublic.fr, hein. Je commence par ce que je vais lire pour pouvoir développer ce que je vais dire. Les droits des travailleurs en ESAT, c'est-à-dire les personnes atteintes de handicap qui ont accès à des emplois dans des milieux protégés, on est d'accord, sont alignés sur ceux des salariés ordinaires avec conservation de leur protection spécifique. Alors, pourquoi je lis ça? Parce que déjà, le tissu pour insérer, disons, les dispositifs pour insérer les personnes atteintes de handicap ayant ce statut RQTH est déjà compliqué, pour le dire. On n'arrive pas à les insérer. Il n'y a pas assez de structures en Guadeloupe. Est-ce qu'on a l'intention de créer de plus en plus d'ESAT, déjà? Est-ce que les autorisations de créer ces chantiers d'insertion ou ces ESAT spécifiques ils vont ouvrir les vannes? Parce que là, on a un public atteint de handicap qui est là, qui veut bien travailler, mais les postes ne sont pas adaptés. Les dispositifs... Ils étaient exclus de la réforme. Non, ils sont dedans en plein. Donc, on leur donne même, si j'ai bien compris, alors j'invite tout le monde, tout à chacun d'aller sur viepublic.fr.
Ou on facilite même la petite annotation RQTH pour que tu puisses aller t'insérer. Mais ces dispositifs d'aménagement existent déjà. Mais oui. Non, mais là, on passe par MDPH. Mais là, tu n'es plus obligé de passer par la maison départementale de l'handicap. On n'est plus obligé. Donc là, moi, ce que j'interroge là surtout, c'est surtout, est-ce qu'on va développer ces entreprises, ces milieux protégés qui apparemment sont à demi protégés là avec cette nouvelle réforme, pour ouvrir les vannes, parce qu'effectivement, on a de plus en plus de personnes avec des handicaps non visibles. Parce qu'il faut le dire, on peut voir quelques bien enfants, bien machin, on a l'impression que tout va bien, alors que la personne vit des étourdissements, chlordécone l'a démonté, non, il y a quelque chose qui ne va pas, et on te dit que tu peux aller travailler vite fait. Alors, la question que je vais poser aussi à Floriane, qui est aussi présidente de l'association Gros Caco, c'est une multicasquette, hein, des multicasquettes ici. Donc, justement, est-ce que ces associations-là, puisqu'on va se recentrer sur une application dans une petite ville. Là, on parle de grands ensembles, etc. Dans une ville. Oui, mais je veux bien qu'on parle d'une petite ville. Hein. Si, par exemple, on est le demandeur, le bénéficiaire du RSA, il habite à Dieppe. Oui. D'accord, l'activité à Dieppe, c'est très orienté vers le tourisme et tout ça. Est-ce qu'il y a suffisamment d'associations pour absorber ce public-là? C'est des questions pratico-pratiques. Donc, parce que tu as parlé de la question du transport, je n'ai pas de véhicule, comment je fais pour aller travailler aux Abîmes? Comment je fais pour aller travailler à Jarry? D'accord? Mais donc, c'est ça. Est-ce que les associations, par exemple, on va prendre l'exemple de ton association ou celle qui gravite autour, seront en mesure de pouvoir prendre ces personnes pour une activité de 15 ans? Est-ce qu'elles sont organisées pour Alors, ça tombe bien parce que hier, on était en réunion avec la ville de Sainte-Croix sur la mise en place de la politique de la ville et cette problématique est tombée de la mobilité et en plus, surtout des personnes bénéficiaires du RSA. Alors, hier, j'ai appris, parce qu'il y avait un agent du conseil départemental qui était là, que les associations pouvaient bénéficier de subventions si elles intègrent dans leur sein de leur activité les bénéficiaires du RSA. Ça, je n'étais pas du tout informée de cette possibilité. Et ils ont pris l'engagement aussi de financer la mobilité. Je ne sais pas, je ne connais je ne connais pas encore les moyens techniques qu'ils vont utiliser, mais c'est prévu qu'ils vont financer la mobilité via la CNBT, enfin bref, pour pouvoir transporter ces gens. Mais au jour d'aujourd'hui, on n'a aucun moyen pour pouvoir intégrer ces gens-là dans notre structure parce que nous ne sommes pas habilités. Et puis, il faut une certaine formation aussi. C'est justement la question. J'ai bien vu dans le document, Jim va peut-être nous confirmer, on marque association d'insertion. Alors, est-ce que ça sous-entend que... toutes les associations ne sont pas d'insertion. Voilà. Par contre, Jim m'a parlé tout à l'heure de plateforme. Alors, il y a une plateforme commune, le conseil départemental, France Travail, je dis plus Pôle emploi, France Travail, mission locale qui existe déjà, qui s'appelle la plateforme de l'inclusion. La plateforme de l'inclusion où il y a une fiche de diagnostic social qui est déjà mise en place. Où simplement, le bénéficiaire du RSA ou tout autre candidat se présente à Pôle emploi. Alors, la fiche, elle est remplie succinctement, juste pour dire que cette personne, elle est éligible au dispositif IAE dont nous faisons parce qu'elle est bénéficiaire du RSA dans un premier temps, parce qu'elle est en QTH, mais le diagnostic, les problématiques même de la personne ne sont pas faites. Il faut que nous, et c'est tant mieux, puisque après, moi, je ne veux pas prendre pour de l'argent comptant ce qu'on me dit, je préfère avoir quand même dans l'accueil, dans le pré-accueil qu'on fait, il faut qu'on puisse poser vraiment un diagnostic social à cette personne. Et ça ne se fait pas en un entretien, parce que vous connaissez la réserve des gens pour parler de leurs problématiques. Ça ne se fait pas en un entretien, des fois ça peut arriver, mais c'est rare. Mais ça se fait au bout de 1 ou 2 entretiens pour que vous sachiez vraiment ce que la personne, les problématiques de la personne et vers qui l'orienter. Parce que orienter vers, des fois ça peut arriver du psychiatre, du psychologue du moins, de la sécurité sociale, du logement, des bailleurs sociaux. Ça peut être ça peut être très vaste. Mais ce diagnostic est fait par nos services.
et pas par Pôle emploi, qui fait juste le premier diagnostic d'éligibilité. Voilà. Alors, j'aimerais qu'on revienne un peu sur la question des sanctions. Donc, il écrit ici que la suppression du versement de l'allocation, tout d'abord avec une régularisation rétroactive, s'il respecte à nouveau les engagements et s'il se remobilise. Ça veut dire que ça ne sera pas systématique. Hein. C'est comme Jim avait précisé en préambule. Les sommes qui pourront être récupérées sont limitées à 3 mois de RSA. Puis, une suppression partielle ou totale de leur allocation dans le cas de manquements plus graves. Un décret doit préciser le dispositif, notamment sur la part maximale pouvant être suspendue ou supprimée. Donc voilà, ça ne sera pas quelque chose de... Il ne faut pas qu'on s'attende à ça. Ma question que je vais poser, vers qui ces gens-là vont se retourner pour avoir de quoi vivre. En fait, ils vont se retourner vers les CCAS, vers la mairie, vers les maires pour pouvoir obtenir ne serait-ce qu'un colis alimentaire. Parce que c'est sortir les gens de la précarité pour les remettre dans la précarité. Supprime de ceux qui effectivement ont envie, parce qu'il y a aussi cette partie où effectivement de cette situation. Tout à fait. Il y a des... Donc je pense aussi que ça va permettre aussi de faire un tri aussi, de savoir qui finalement aurait ça, parce qu'il n'a finalement, il n'a pas le choix, mais qui aussi envie de manière volontaire, simplement... Mais encore une fois, l'objectif est louable, mais encore une fois, il ne faudrait pas que ça soit uniquement un système informatique qui décide de cela. C'est-à-dire qu'il faut que derrière, vraiment, que l'on puisse avoir l'accompagnement humain. Mais semble-t-il que les conseillers Pôle emploi, France Travail, seront là pour. Mais le problème maintenant, c'est est-ce qu'il y a finalement suffisamment de personnes en capacité de faire cela? C'est ça le problème. Moi, je prends le cas de l'actualisation. Parce que moi, je prends le cas de l'actualisation. La personne qui oublie de s'actualiser jusqu'aux 15 ans, le 16, il n'est plus demandeur d'emploi. Hein? C'est pour ça que la courbe, des fois, elle baisse parce que les gens ont oublié de s'actualiser, mais ce n'est pas pour autant qu'il a trouvé du travail. C'était une parenthèse. C'était une parenthèse. Voilà. Cette personne-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Cette personne-là, elle est privée de ses droits, privée déjà de ses droits. Ses allocations de chômage sont déjà coupées. Voilà. Et ces personnes-là vont où? Mais il faut que les gens se responsabilisent aussi. Et ça peut arriver, on a un souci informatique, ça peut arriver, il y a 1001 raisons. Oui, je comprends. Il y a pas un appel de la conseillère ou du conseiller. Il y a une problématique qu'on n'a pas soulevée, c'est que ce sont les... Vas-y. Ce sont les petits jobs. Les personnes, les jobbers. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il en deviendra? Parce que normalement, tu signes un contrat d'engagement, tu es censé prouver que tu cherches des emplois ou que tu as une activité. Donc, de ces activités non déclarées, en fait, est-ce que effectivement ça sera pris en considération? Et si c'est pris en considération, comment? Sur quels critères? Et derrière, est-ce que effectivement ça va pas générer des charges? Mais c'est tout l'intérêt de l'État, c'est de pouvoir les référencer. Parce que, oui, rapidement. Rapidement, c'est que la réforme a au moins ce bon côté de nous repositionner et repenser quel est notre statut, qu'est-ce qu'on veut, est-ce qu'on reste bénéficiaire du RSA, qu'est-ce qu'on peut faire, quel projet qu'on peut mettre en place. C'est ce que moi j'encourage chacun à faire aujourd'hui. Alors, ce qu'on va faire, parce que là, il y a une forte demande sur le Facebook. On nous demande de reconduire l'émission et de pouvoir ouvrir l'antenne. Donc, on va reproposer... Alors, moi, je voulais quand même préciser au public rapidement que nous avons sollicité le France Travail, nous avons sollicité le conseil départemental et on n'a pas eu de retour positif. Donc, oui, pour notre émission, peut-être en février. Très bien. Bon, alors on va essayer de voir pour mettre en place un deuxième volet et avec un peu plus d'éléments. Mais ce qui est important pour nous, c'est que la loi, on a dit justement, c'est pas la loi, parce que le directeur de France Travail est déjà en fonction. Il y a eu un an d'expérimentation. Bita Mounaja là. Donc alors, ne pas dans la loi encore. Et quand il est là, c'est mettez en application. Il y a 1 an pour le mettre en application. Voilà, 1 an. C'est ce que je voulais préciser. Surtout, c'est qu'on fait quand même une application progressive et peut-être après, les choses vont s'éclaircir au fil des mois. Très bien. Jim Lapin pour te contacter.
Moi, Jim Lapin, page Facebook de Jim Lapin. Et sinon aussi, j'ai une permanence régulière en tant que conseiller régional tous les samedis matins. Bon, j'ai fermé ma permanence ce matin pour pouvoir être là. Ben merci. Parce que tu ne cesses de me solliciter, donc finalement, je suis là. Donc tous les samedis matins, à l'étage du restaurant Le Flamingo à Duzer, Sainte-Rose. Et le 1er et 3e jeudi du mois en mairie de Sainte-Rose. Tu as aussi un magazine qui est sorti? Oui, effectivement, régulièrement, je sors effectivement mon actualité, un bilan de mes activités en tant qu'élu, un magazine de 8 pages, donc le 4e numéro est sorti en novembre-décembre. Le petit causé de Jim. Très bien. Voilà. C'est une initiative à saluer, hein, non, parce que les élus devraient faire ça pour vraiment tout le monde, pour dire, pour une traçabilité, quoi. Et l'objectif est d'en sortir 3 par année. Floriane, numéro de téléphone, si on veut te contacter. Alors, moi, c'est le 06 90 51 06 40. Je suis salariée en tant que conseillère en insertion professionnelle, mais je suis aussi un auto-entrepreneur. C'est-à-dire que je peux me permettre d'animer des ateliers sur les techniques de recherche d'emploi. Donc, si on a besoin de toi, on peut te contacter. Voilà. Corinne, pour finir. Alors, pour me voir, c'est Association Saint-Jean-Bosco, du coup. Et donc, du coup, il y a le chantier d'insertion, il y a la remobilisation des jeunes. Effectivement, je n'avais pas tout à fait cette casquette-là aujourd'hui, mais ceci étant, Saint-Jean-Bosco, pas moi, je ne cesse de le dire. Donc, pensez quand même à faire un petit tour sur le site de Saint-Jean-Bosco. Et puis, il faut cela. Et je voulais terminer en disant que je donne la force aux collègues médiateurs sociaux qui vont avoir du boulot avec cette histoire de fausse travail. En parlant là qu'on avant, mais ça veut dire que les réactualisations, c'est qu'ils travaillent en nous. Donc voilà, c'est comme ça que je conclue. Voilà. Mon adresse mail peut-être, jim.lapin@regionguadeloupe.fr. Très bien. Voilà. Magali Hachi, de Maga Consulting. Vous avez besoin de quelqu'un pour vous accompagner dans la gestion de votre équipe, contactez Magali Hachi 06 90 55 25 91. Voilà. Vous aurez un sourire voilà, Français May. Toujours pareil, mon public, ce sont les entrepreneurs déjà établis et qui veulent changer leur réalité financière. Donc, on peut me contacter au 06 90 63 51 90 et sur tous les réseaux, c'est les entrepreneurs inarrêtables. Voilà, je salue Madame Januelle Olamentin, je lui fais un petit coucou, qui est une fidèle, qui nous suit. Et je vous dis à samedi prochain pour un autre volet. On va vous dire quand est-ce qu'on reproduit, qu'on remet en place une émission sur ce thème-là. C'est un sujet qui vous intéresse. Merci à Jordan pour la réalisation. Merci à vous tous. Bon carnaval à tous. Soyez prudents, faites attention. Arrêtez de faire les mamans pleurer, s'il te plaît. Merci, merci. Et puis, moi, je crois que c'est une bonne mesure. Bon, maintenant, c'est comment la mettre en place. Et je regrette que nos services ne soient pas plus alerter pour travailler en amont et informer la population pour que tout le monde se prépare. Mais c'est un nouveau défi, je pense. Allez, relevons-le. Merci. J'ai relevé en 2024.